Voilà, mesdames, messieurs, vous regardez LCI, nous passons la soirée ensemble pour cette spéciale tout à fait particulière, singulière, inédite, historique. Nous parlons de la présidentielle américaine et c'est une présidentielle tout à fait inattendue. Beaucoup d'experts, de journalistes nous rejoignent. J'accueille d'ailleurs William Tay, président du think tank Le Millénaire. Vous avez plutôt, William, quelques sympathies avec les Républicains, historiquement, Oui, votre think tank. Bon, oui, qu'est-ce que vous avez à dire pour leur défense? Est-ce que beaucoup de gens disent, mais aujourd'hui, ce que dit Donald Trump, c'est-à-dire les accusations de fraude dans plusieurs États, ces accusations ne reposent sur rien. Vous êtes d'accord avec ça ou pas, vous, William? Actuellement, en fait, depuis mardi, depuis le jour de l'élection, en fait, les Républicains sont en train d'essayer de trouver des preuves en vue de constituer un litige. Ce qui se passe notamment sur l'État clé de Pennsylvanie, c'est qu'il y a un groupe qui est en train de porter plainte contre l'État de Pennsylvanie parce qu'apparemment, il y a 21 000 personnes qui ont voté alors qu'elles sont décédées depuis plus d'un an. Ce groupe-là dit qu'il y a 21 000 morts qui ont voté en Pennsylvanie. Ils ont attaqué en litige l'État de Pennsylvanie pour fraude ou en tout cas non-respect des listes électorales. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que la Cour suprême de Pennsylvanie a bloqué 35 000 voix, ou en tout cas demandé à les mettre de côté parce qu'elles ne respecteraient pas les conditions de vote en État de Pennsylvanie. Et il y a un troisième point, c'est que le litige pourrait aller au-delà dans cet État qui est un peu l'État clé, qui peut faire basculer la victoire dans un sens ou dans l'autre. C'est qu'en fait, en Pennsylvanie, il y a un problème, c'est qu'en fait, on peut voter sans pièce d'identité. Donc en fait, c'est assez dur en fait, de trouver des preuves et à trouver des éléments. Mais donc en fait, là, pour l'instant, ce qui se passe, c'est que les Républicains sont en train de constituer petit à petit, depuis le jour de l'élection, des preuves dans chacun des États pour trouver actuellement de quoi porter le litige. En fait, le républicain franco-américain qui vit en France, Randy Yarros, qui était sur LCI aujourd'hui, nous disait qu'on avait observé qu'à New York, beaucoup de républicains s'étaient émus du fait qu'il était très facile de voter sans montrer beaucoup de pattes blanches, quoi. En gros, c'est ça. Et en fait, la question pour les républicains, c'est admettons, je prends un exemple. Actuellement, il y a 12 000 voix en Pennsylvanie. Il faut que les républicains arrivent à montrer, si l'écart est de 12 000 voix, qu'il y a eu plus de 15 000 fraudes pour que la Cour suprême s'exprime en faveur d'une annulation ou d'un recomptage. Donc vous pensez que ça n'est pas que de l'esbrouf de la part de Trump? Vous pensez qu'il y a du rationnel derrière ça? Vous pensez qu'il y a des éléments concrets qui peuvent nourrir une procédure judiciaire dans ces États? Moi, je suis quasiment certain qu'on peut caractériser, on a tous vu des images de bulletins de vote de Trump brûlés, etc. La question, c'est est-ce que la fraude est assez massive pour faire basculer le scrutin dans un sens ou dans l'autre? Toute la question est là, et c'est à ça que doit répondre la Cour suprême. Ouais, Patrick Martin-Génier, vous faites non. Non, non, parce que moi je dis, je voudrais laisser parler mon collègue qui est en face aussi, mais je voulais simplement dire qu'au stade d'aujourd'hui, ce ne sont pas des preuves. Quand vous faites un procès, ce sont des allégations. Oui. Et j'ajouterai un élément, c'est-à-dire que sur la liste du fichier Excel qu'ils ont transmise, vous pouvez regarder les noms et vous pouvez taper sur le nom de l'État, le nom de la personne, sa date de naissance, et vous pouvez voir qu'elle est décédée. Voilà. Attention. Donc il y a un fichier Excel de 21 000 morts. Je voudrais dire que tant en Pennsylvanie et en Michigan, on a un fichier Excel de 14 000 soyons précis. 14 000 dans le Michigan. Soyons précis. Vous tapez le nom, la date de naissance. Je ne vais pas terminer ce que je voulais dire. Il y a des gens qui ont voté. Attention, nous ne sommes pas là, nous, derrière des bulletins de vote. Nous n'avons pas de preuves pour l'instant. Que maintenant, il y ait des actes accusatoires aux États-Unis où celui qui attaque a un avantage, comme tous les procès aux États-Unis. Ce sont au stade, pour moi, pour les jurys, ce sont des allégations. Et ces allégations doivent être démontrées devant des juridictions. Oui, mais pour nous, Français, il y a le camp des gentils, c'est les démocrates, et il y a le camp des méchants, c'est les républicains. On a toujours été habitués à vivre dans cette espèce de manichéisme de bazar, mais peut-être parfois il arrive que les méchants aient raison. Peut-être qu'on découvrira que les recours de Trump, sur certains points, font sens ou pas. David Cassan, cette société américaine justement Je voulais revenir allez-y, je vous en prie. Juste sur un truc, il me semble que c'est quand même important de mentionner que Trump crie à la fraude depuis 2016. C'est qu'en fait, Trump considère l'élection de 2016 comme étant entachée par des faits de fraude qui n'ont pour l'instant jamais été prouvés. Donc en fait, Trump, il est dans ce que moi j'appellerais un mensonge, dans ce que vous appellerez une réalité alternative quasiment. En fait, il vend cette histoire de fraude, il la vend depuis 4 ans. Il prépare ce qu'il est en train de faire aujourd'hui. Il ne prend personne par surprise. Ça fait 4 ans qu'il prépare ce truc-là. Alors maintenant, peut-être qu'il y a eu des fraudes. Je pense que personne sur le plateau n'est capable de le nier ou de le confirmer définitivement. Ce qui est sûr, c'est que la rhétorique qu'il a mise en place pour mener à ça,
Et que vu que pendant 4 ans, on n'a pas eu de preuve de ces fameuses fraudes de 2016, je pense que moi, en tout cas, et je pense qu'on est plusieurs à être avec le même état d'esprit, on se dit qu'il est quand même possible que Donald Trump soit en train de mentir. En tout cas, la sauce prend parce qu'on voit aujourd'hui des électeurs trumpistes un peu partout aux États-Unis qui sont survoltés, révoltés, qui crient au complot. Bon, si c'est le cas, si c'est du théâtre, Trump sait comment manipuler ses troupes. Bien sûr, mais ça c'est essentiel. Après, c'est quelque chose dont on a beaucoup parlé ces derniers jours, mais Donald Trump n'est encore, enfin, j'ai l'impression qu'on répète ça d'heure en heure, mais Donald Trump n'est que le dernier avatar d'une polarisation extrême de la vie politique américaine. Et c'est vrai qu'en fait, on est rentré dans ce moment où ce que dit Trump va être considéré comme la réalité, ou comme une vérité, en tout cas, qui est acceptable par ses supporters, et donc par une part assez importante de la population. Merci, restez avec nous. On va aux États-Unis, on va retrouver Karl Hoffman, qui est un ancien membre de l'ambassade des États-Unis à Paris, mesdames, messieurs, et qui se trouve en ce moment aux États-Unis. Karl Hoffman, merci d'être avec nous. On a le sentiment, nous, ici, que l'Amérique se déchire, mais au fond, on est peut-être dans un jeu de rôle assez huilé, avec des démocrates qui disent « on va gagner », des républicains qui se roulent un peu par terre en disant « il y a eu de la triche ». Finalement, est-ce qu'on est vraiment dans cette espèce de déchirement qu'on observe, nous, depuis la France, Karl Hoffman? Eh ben, merci beaucoup. Je suis très content d'être avec vous. Déchirement, ça me semble un peu trop. C'est évident que la vie politique américaine, la société, la culture, surtout la politique américaine est bien divisée actuellement et on le voit à travers les votes. Mais il y a les procédures qui se suivent maintenant. Le comptage des votes n'est pas encore terminé. Et il y a petit à petit les chiffres qui montent en direction de Joe Biden. Et on va voir, vous avez tout à l'heure parlé de la Pennsylvanie, mais il y a d'autres États qui n'ont pas encore donné leur score. Il semble, enfin, d'après les dernières nouvelles ici aux États-Unis, il semble que c'est Joe Biden qui va le remporter. Mais c'est un processus qui prend du temps, et beaucoup plus qu'on a l'habitude avec le comptage très détaillé. Oui. Dites, est-ce qu'il est possible techniquement que nous ayons dans notre soirée française là, le nom du futur président de la République, du futur président américain, ou est-ce que vous pensez, vous, diplomate, qui êtes aguerri, qui connaissez les choses de la politique américaine, est-ce que vous pensez au contraire que ça va prendre plusieurs jours? Ben, chaque soirée, depuis quelques jours maintenant, l'Amérique s'endort en espérant que le lendemain, tout sera clair. Ça n'a pas encore été le cas, mais je pense que les indications sont de plus en plus à ne pas nier que c'est bientôt un de ces moments, c'est Joe Biden qui va être réclamé ou acclamé comme président, reconnu plutôt comme président. Remarquez bien qu'il n'y a pas vraiment une procédure fédérale, publique, établie par la loi pour indiquer qui a gagné. C'est plutôt une procédure très longue qui normalement prend plusieurs semaines et qui comprend plusieurs étapes. Oui. Mais dans le passé, on a toujours eu l'habitude de connaître tout de suite qui a réussi dans les élections à travers la pratique. Ce n'est pas établi par la loi, mais la pratique que l'un des deux candidats concède. Karl Hoffman, justement, Karl Hoffman, très important. On voit arriver un certain nombre de plaintes qui sont émises dans certains États par des groupes qui disent « Regardez, dans tel État, on a fait voter 21 000 morts. Dans tel autre État, on a fait voter 14 000 morts. » Est-ce que tout cela est sérieux ? Est-ce que ça repose sur quelque chose de rationnel ou vous pensez qu'on est là encore dans le traditionnel jeu de rôle joué par Trump qui se roule par terre? Quelle est votre lecture de ce sujet? Parce que, après tout, c'est pas parce que c'est Donald Trump dont il s'agit que ces plaintes ne tiennent pas la route. Peut-être qu'elles font sens, ces plaintes. Ben, écoutez,
aucune élection n'est parfaite. Et ici, aux États-Unis, il s'agit de maintenant, je ne sais pas, 140 millions de votes. Donc, qu'il y ait eu des problèmes dans un État, dans un autre, dans un comté, parce que rappelez-vous, les élections sont des affaires locales aux États-Unis, qu'il y a eu des problèmes d'une façon ou d'une autre, ça ne me surprendrait pas. Et comme l'un de vos commentateurs a indiqué, ce sont des questions éventuellement pour un procès légal, mais pour un procès légal, il faut qu'il y ait des preuves. Donc, voyons. Mais pour le moment, je pense que même s'il y a eu ces allégations de problèmes de vote, le chiffre monte à tel point que ça serait difficile de constater une fraude au niveau nécessaire pour que Trump repasse devant. Merci, Karl Hoffman. Merci beaucoup. Je vous souhaite une belle fin d'après-midi aux États-Unis. Et je souhaiterais qu'on aille retrouver Anne-Sophie Châtenay, journaliste à LCI, qu'on fasse un petit point sur la Pennsylvanie. On l'a vu dans l'après-midi, heure française, la Pennsylvanie de Biden est passée devant la Pennsylvanie de Trump. Très peu de voix d'écart. Où en sommes-nous, Anne-Sophie Châtenay? Alors, à ce stade, Eric, en Pennsylvanie, il y a très exactement 96% des bulletins de vote qui ont été dépouillés. Joe Biden est en tête. Il continue de devancer Donald Trump et on pourrait dire qu'il creuse l'écart voix après voix puisque actuellement il a 13 662 voix d'avance. Il y a une heure, il était à un peu plus de 12 000. Donc vous le voyez, petit à petit, Joe Biden continue de creuser l'écart. Petit rappel, sur l'ensemble du territoire américain, dans les 50 États, il y a actuellement 538 grands électeurs qui sont en jeu et le premier candidat qui franchira le seuil fatidique des 270 grands électeurs sera élu. À ce stade, si on regarde la carte, on voit que Joe Biden est à 253 grands électeurs et l'État de la Pennsylvanie est vraiment fatidique et décisif puisque si Joe Biden remporte la Pennsylvanie, il remporte 20 grands électeurs, 253 plus 20, ça fait 273. Il aura donc dépassé le seuil des 270 et pourra remporter l'élection présidentielle. Il y a un autre État plus au sud qui lui aussi est scruté de près, c'est la Géorgie. Là aussi, l'écart est très très serré entre les deux candidats, puisqu'à ce stade, 99% des voix ont été dépouillées et Joe Biden est en avance. Il a 1553 voix d'écart. C'est un écart vraiment très, très serré. Et l'État de Géorgie a annoncé cet après-midi que, vu cet écart tellement serré, il a d'ores et déjà annoncé qu'il allait recompter les voix. On ne sera pas donc fixé tout de suite sur cet État. Il y a encore 4 autres États où l'on compte. La Caroline du Nord. Il y a 15 grands électeurs qui sont en jeu en Caroline du Nord. C'est un État qui est traditionnellement républicain, mais là aussi ça peut durer car la Caroline du Nord a jusqu'au 12 novembre pour compter les bulletins qui ont été envoyés par correspondance. Il y a aussi, qui est toujours en voie de dépouillement, l'Alaska qui traditionnellement est un État républicain. Et on compte aussi dans 2 États de la côte ouest, le Nevada et l'Arizona. Ces 2 États-là pourraient pour basculer en faveur de Joe Biden. À ce stade, il reste un peu moins de 10% des votes à dépouiller et c'est Joe Biden qui a une légère avance. Merci beaucoup Anne-Sophie Châtenay. Vous revenez vers nous dès qu'il y a des chiffres saillants qui émergent. Valérie Nataf, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut qu'on se prépare ici sur LCI à faire des spéciales USA pendant 15 jours, 3 semaines, 1 mois parce que tout peut changer. J'ai appris tout à l'heure qu'en Géorgie, où c'est très serré, 80 000 bulletins de vote de militaires vont être dépouillés. Sauf que 80 000 bulletins de vote de militaires, c'est plutôt un vote plutôt conservateur, républicain quand même à majorité. Or, il n'y a que 12 000 voix, je crois, d'écart. Sur le vote des militaires, peut-être y a-t-il un petit peu de réserve. Je vous rappelle qu'il y avait eu un énorme scandale quand Donald Trump n'était pas allé sur les tombes des militaires américains qui sont tombés en France et qu'on avait rapporté des propos, je ne sais pas s'il les a tenus. Ce sont des losers. Ce sont des losers. Donc je ne suis pas sûre que les 80 000 votes de militaires soient absolument tous en faveur de Donald Trump. Alors, est-ce qu'on va vivre à ce rythme-là jusqu'à ce que mort s'en suive? Non.
D'abord parce qu'il y a un élément très important qui nous attend ce soir, c'est que Joe Biden va s'exprimer devant la nation américaine. Sera-t-il, comme Nancy Pelosi, sur un mode attendons sereinement, il n'y a pas besoin de se presser, on peut attendre lundi ou mardi, même si Nancy Pelosi explique qu'elle a bon espoir que Joe Biden et Kamala Harris pourront entrer à la Maison-Blanche très vite. Mais Joe Biden va parler et quel que soit le résultat de la Pennsylvanie, de la Géorgie, du Nevada ou de l'Arizona, cette prise de parole est importante, d'abord parce qu'il n'est pas rare de l'entendre, Joe Biden, mais il a peu parlé depuis la fin de l'élection. Il a fait 2 ou 3 interventions, me semble-t-il. Je ne compte pas les tweets, mais les allocutions solennelles. Ça va être intéressant de savoir ce qu'il va dire ce soir, comment il s'adresse à la nation américaine, s'il se considère comme le président élu, selon la formule consacrée, ou pas. Justement, Catherine Gentil est avec nous. Elle est aux États-Unis, elle est à Washington, en direct. Bonjour, ou plutôt bonsoir, ma chère Catherine. Il est 20h50 en France, et vers 2h heure française, c'est-à-dire 20h sur la côte Est, il paraît que, justement, Joe Biden va s'exprimer. C'est pour dire quoi? Que va-t-il dire? Est-ce que c'est pour asséner aux Américains un discours de victoire, ou toujours ce discours qu'on l'entend prononcer de façon assez épisodique depuis 48 heures, ce discours basé sur la patience, soyez patients, nous sommes sur la bonne voie. Vous sentez les choses comment, Catherine? Écoutez, ce qui est sûr, c'est que Joe Biden n'a pas du tout un tempérament enflammé comme celui de Donald Trump, et que jusqu'à présent, que ce soit durant toute la campagne ou ces derniers jours depuis l'élection, il a toujours gardé un profil assez bas, il ne s'est exprimé qu'assez rarement pour dire toujours des choses apaisantes, et puis surtout dernièrement pour dire que s'il était effectivement élu président des États-Unis d'Amérique, eh bien, il voudrait réconcilier le peuple américain et qu'il n'était pas question de lancer un camp contre l'autre et qu'au contraire, il faudrait réduire cette fracture qui n'a pas cessé de s'élargir depuis 4 ans que Donald Trump est au pouvoir. Et puis ce sera une tâche quand même assez colossale puisqu'il y a quand même plus de 70 millions d'Américains qui ont voté pour Donald Trump. Donc ça veut dire qu'on ne va pas pouvoir mettre le cas Donald Trump sous le tapis de l'histoire américaine. Il va falloir qu'en effet Joe Biden s'en empare et qu'il réussisse à parler à cette partie de la population américaine qui franchement ne le déteste pas mais le méprise un peu parce que Donald Trump d'ailleurs systématiquement l'appelait Sleepy Joe, ce qui veut dire Joe l'endormi, on l'imagine, ce n'était pas pour le mettre en valeur. Donc vous voyez, Joe Biden, ce serait très étonnant qu'il fasse une déclaration fracassante en disant maintenant c'est moi le chef et puis c'est terminé, on ne discute plus. Je pense qu'au contraire, il va avoir à cœur de tisser des liens entre les Américains. En plus, il sait qu'il ne se représentera pas dans 4 ans, donc il va être jugé sur ce mandat-là, si effectivement il est bien élu. Et donc apparemment, il voudra entrer dans l'histoire américaine comme ayant été le vice-président du premier président noir de l'histoire de son pays et en étant le président qui succédera à Donald Trump et qui va essayer en effet de réduire la fracture entre les démocrates et les républicains. Catherine, vous êtes dans les rues de Washington, pour ce que je peux voir derrière vous. Que se passe-t-il? Vous avez des militants, des sympathisants de Trump, de Biden? Est-ce que ça se parle? Est-ce que c'est tendu? Est-ce que c'est souriant? Est-ce qu'il y a des effusions, des moments de joie? Est-ce qu'au contraire on attend avec anxiété? Racontez-moi l'ambiance des rues à Washington en cette fin d'après-midi américaine. Bien écoutez, là on est juste devant la Maison-Blanche en fait, et pour l'instant l'ambiance est très détendue. Ce ne sont quasiment que des supporters de Joe Biden qui viennent ici pour dire d'une manière très naturelle et en musique et en chanson de temps en temps qu'il ne faut pas être disqualifié, il faut que les votes soient comptés jusqu'au dernier et que Joe Biden soit effectivement le 46e président des États-Unis. Il y a beaucoup de policiers qui passent mais qui ne s'arrêtent pas pour effectivement qu'il n'y ait pas d'affrontement éventuellement entre les représentants de la gauche, souvent des jeunes adolescents ou des jeunes adultes qui viennent avec des pancartes. Il y a aussi plusieurs prêcheurs qui viennent nous dire que Jésus nous aime et que finalement tout ça va très bien se passer. Donc on espère tous qu'évidemment ils ont raison. Il y a aussi des gens qui viennent avec d'autres pancartes pour dire qu'il ne faut pas se détester, qu'il va falloir
surmonter ce moment d'histoire des États-Unis, que les deux camps donc puissent se réconcilier. Et pour l'instant, apparemment, il n'y a pas de supporters de Donald Trump, ou alors ils sont tellement discrets qu'on ne les voit pas, mais on a vraiment l'impression que le temps est un peu suspendu ici aux États-Unis, et en particulier à Washington, et que personne ne veut prendre pour l'instant la responsabilité d'un éventuel affrontement devant la Maison-Blanche. Donc pour l'instant, je vous le dis, ambiance très bon enfant, avec beaucoup de jeunes qui ont des pancartes ou des dessins ou des masques de Donald Trump ou de Joe Biden, mais c'est plus une petite fête qu'un mouvement vraiment puissamment militant. Merci. Merci beaucoup, Catherine. Vous revenez vers nous dès qu'il y a des éléments nouveaux. David Cassan, journaliste franco-américain pour le magazine Society que je remontre. Vous vous êtes beaucoup attaché à réfléchir, à écrire sur la personnalité de Biden pour les Français qui le découvrent, parce que franchement, ce n'était pas la préoccupation essentielle des Français au moment d'Obama, hein, Biden. Bon, maintenant, on va être obligé de s'attacher un petit peu à lire, à découvrir qui est ce personnage. C'est un modéré, c'est un calme, Sleepy Joe. Qu'est-ce que vous en diriez? Alors, je pense qu'il y a 2 points importants. Il y a une chose qu'a dit votre correspondante qui est sur le fait que Biden arrivait avec la promesse de rassembler la nation. C'est quelque chose qui est quand même un thème de sa carrière politique, le consensus, le trouver des accords avec des partenaires et des adversaires. Ce qui va être important pour Biden parce qu'il risque quand même d'arriver au pouvoir avec un Sénat qui risque d'être républicain, une gauche du Parti démocrate qui est plus radicale que jamais, qui espère profiter de la situation de la crise d'abord sanitaire puis économique qui s'annonce pour proposer des vraies solutions entre guillemets de gauche au candidat Biden. Et tout le numéro d'équilibriste de Biden va être d'arriver à gérer l'aile gauche de son parti et un Sénat républicain qui lui mettra des bâtons dans les roues de l'autre. Oui. Ça, c'est un premier élément. Ensuite, il y a un deuxième élément sur Joe Biden qui est intéressant et qui sera traité en longueur dans le numéro de Society qui sort jeudi prochain, qui est qu'en fait, Joe Biden, c'est quelqu'un qui a une histoire à raconter. Et l'histoire de Joe Biden, c'est un gamin de la classe moyenne qui est le premier, c'est quelque chose qu'il adore dire, qui est le premier Biden qu'il connaisse à aller à la fac. Il va à la fac, qui est un élève qui est plutôt un bon élève, un peu branleur sur les bords, si vous me permettez l'expression, mais qui a un sourire Colgate, qui a une ambition qu'il dévore, et qui en fait devient sénateur des États-Unis du Delaware à tout juste 30 ans, ce qui est un vrai exploit à l'époque où ça lui arrive. Et le truc, c'est qu'entre le moment de son élection, donc à peu près à cette période-là, en novembre, et le moment de son inauguration en janvier, sa femme de l'époque met les gamins dans le break pour aller chercher un sapin de Noël, et elle se fait percuter par un camion. Elle meurt sur le coup. Leur fille de même pas 1 an meurt sur le coup, elle aussi. Enfin, elle meurt en arrivant à l'hôpital. Et en fait, là, Joe Biden, il se retrouve face à une situation qui est, je pense, comme un accord très difficile à gérer, un deuil impossible. Et en fait, Biden va être obligé de faire ce deuil en public parce que ça va devenir son histoire d'homme politique. C'est l'homme qui a assumé sa tâche de sénateur et sa tâche de papa, parce qu'en fait, ce que fait Biden, c'est que tous les jours, il va prendre le train entre Wilmington, donc là où il vient, et là d'où il vient, là où il habite, là où il est ce soir même, et Washington, là où il travaille comme sénateur. Donc en fait, ça va être un sénateur banlieusard, en fait. Un sénateur papa qui va rentrer tous les... Et ça, c'est pas du fake. C'est vrai parce qu'il a quand même perdu sa femme et sa fille. Et puis il a perdu son fils aussi. Il a perdu Beau. Et il a perdu Beau plus tard en 2016, et ce qui pour beaucoup de gens explique que Biden n'est pas... Il l'a perdu en 2015, pardon, mais ce qui explique pour beaucoup de gens qu'il ne se soit pas présenté en 2016 . Oui, de quoi? Il est mort d'une maladie? Il a eu un cancer, une tumeur au cerveau. Oui. Et ce qu'il faut dire, c'est important. Beau avait dit à son père, il faut que tu te présentes, il faut que tu sois président des États-Unis. Donc il n'a pas pu l'être en 2016. Et là, il est allé se recueillir sur la tombe de son fils il y a quelques jours. Et en fait, c'était quelque part, j'ai réalisé le rêve de mon fils. Donc c'est vrai que c'est assez poignant. Excusez-moi, mais c'est quand même un homme qui a été
durement éprouvé par la vie. Hein. Considérablement. Et on dit que c'est un survivant, c'est quelqu'un à ressusciter, quelqu'un qui a réussi à se sortir de toutes ses difficultés personnelles, de tous ses deuils. Il a toujours surmonté cela. Et en cela, il a effectivement, son parcours mérite quand même l'admiration. Oui. Et juste en fait, c'est là où je voulais en venir, mais je me suis un peu perdu, c'est qu'en fait, avec cette histoire de sénateur qui prend le train, qui vient de la classe moyenne, qui vient du Delaware, qui sait s'adresser à la classe moyenne et à la classe ouvrière, en fait, c'est comme ça que Joe Biden a réussi enfin, c'est des analyses de résultats qui sont partielles, c'est des analyses qui ne se basent pas sur des sondages précis pour savoir quel électorat a voté pour Biden, évidemment. Mais ce qu'on peut voir, c'est que par rapport à Hillary Clinton, Biden, il a d'ores et déjà repris le Wisconsin et le Michigan que Clinton avait perdu. Et a priori, évidemment, tout ça est sous le contrôle d'éventuelles procédures légales, etc. Il va reprendre la Pennsylvanie, là où ça veut dire qu'il est perçu moins Saint-Germain-des-Prés, enfin, si on pouvait traduire ce truc-là aux États-Unis, que Hillary Clinton, c'est-à-dire moins mondain, plus authentique, quoi, on va dire. Les fameuses Washington Elites, contre qui Trump avait fait campagne il y a 4 ans. Après, peut-être aussi que c'est difficile de faire campagne contre les élites et contre le pouvoir en place, contre le statu quo, quand on a été président pendant 4 ans. Juste une chose sur le socle politique, parce que finalement, ça c'est intéressant. On voit bien que Trump essaie d'expliquer que finalement il est socialiste, voire même communiste dans la dialectique trumpienne, mais on sait très bien qu'en même temps, ces démocrates sophistiqués sont souvent les candidats de Wall Street. Où est-ce qu'il se situe, lui, politiquement Écoutez, c'est vrai que ces dernières années, on a vu une partie de la gauche avec Bernie Sanders, quand même, qui a assez grandi au sein du Parti démocrate. Et lui, manifestement, il a été attaqué là-dessus. Et Trump a dit, mais c'est un socialiste, il est manipulé par la gauche. Et puis, Biden a répondu, non, moi, je suis centriste. Et d'ailleurs, Bernie Sanders n'est pas sur mon ticket. Donc, il s'est clairement différencié de Bernie Sanders et de la gauche du Parti démocrate. Et je crois que son socle, c'est les classes moyennes. C'est aussi, vous savez, on parle du vote ethnique, le vote afro-américain qui vote majoritairement démocrate. Pour être allé plusieurs fois en Californie, effectivement, les relations interethniques, c'est très important. Vous avez des communautés hispaniques, communautés noires, etc. Ça, c'est important. Mais pour autant, les latinos, par exemple, en Floride, ne votent pas tous pour les démocrates. Ils font plutôt confiance à Donald Trump. Il y a un point, c'est que Donald Trump est le candidat des républicains à avoir fait le plus de voix chez les minorités depuis Dwight Eisenhower, je crois, en 1960. Ça, c'est important aussi, en effet. Joe Biden, étonnamment, son électorat, il est parti le chercher dans le cœur électoral de Trump. En fait, il a réduit le gap avec Donald Trump, notamment sur ce qu'on appelle les white workers, c'est les travailleurs blancs sans diplôme. C'est là, en fait, où il a rattrapé ses voix, et c'est pour ça, justement, qu'il est parti contester Donald Trump dans son point fort, c'est-à-dire dans la Rose Belt, le Michigan, le Wisconsin. Et c'est pour ça que Joe Biden, en fait, étonnamment, on le prenait un peu pour un mou. Moi-même, ça me fait penser un peu à une comparaison. C'était en gros le meilleur candidat des démocrates pour pouvoir battre Donald Trump. C'était un peu comme Hollande en 2012 quand il a battu Sarkozy. C'était le type capable de réconcilier à la fois, de parler à la droite, très bonne image. De parler à la droite. Pas très valorisante pour Biden, mais très bonne image. Parler un peu à la droite en même temps, mais en même temps aussi pour réconcilier la gauche de la gauche. Mais il a réussi un positionnement qui est particulier. C'est ce que Hillary Clinton n'a pas réussi à faire. Et c'est pour ça qu'Hillary Clinton avait perdu en 2016. C'est parce qu'une partie de la gauche, une partie des afro-américains, c'était démobilisé. Et ce qu'on voit actuellement, c'est qu'en fait, il a réussi à mobiliser une partie de son électorat, notamment dans les grandes villes, où il fait plus qu'Hillary Clinton. Là, je suis d'accord avec vous, pardon Patrick, là je suis d'accord avec vous, mais c'est comme en 2012 plutôt en France, c'est un référendum anti-Sarkozy. Voilà, tout à fait. Ici, ça a été un référendum anti-Trump. Voilà, c'est constant. C'est juste ça que je veux dire. Non, mais vous avez tout à fait raison. Ce que je voulais dire, c'est aussi qu'en fait, il a récupéré aussi une partie du vote blanc qu'Hillary Clinton n'avait pas obtenu. Et donc, c'était très, très important sur ce point. Et c'est vrai qu'il y avait un sondage cet été qui montrait que pour 60% à peu près des gens, entre 60 et 65% des gens qui votaient Biden, en fait, ont voté bien plus contre Trump que pour Biden. Oui. Alors, mesdames, messieurs, si vous rejoignez LCI, d'abord, je dois vous féliciter car vous faites manifestement le bon choix. La deuxième chose, c'est que je voudrais vous dire que nous sommes dans une émission d'une grande soirée spéciale consacrée aux élections américaines, que nos correspondants, vous allez voir, sont un peu partout. Voilà, à Philadelphie, à Washington, ils sont plusieurs, assez nombreux à Washington, à la Maison-Blanche. Nous sommes avec Laurence Haïm, Catherine Gentil. Voilà, nous avons même une équipe à Wilmington, cette petite ville dont nous parlions il y a quelques instants,
qui est la ville d'où est issu Joe Biden, à quelques encablures de Washington. Voilà. Et donc, on va ce soir vous aller un petit peu partout dans tous ces endroits stratégiques. Je voudrais peut-être qu'on aille, si c'est possible, à Wilmington. Est-ce que notre correspondant est sur place ?